Webinaire. Donc un webinaire de notre rendez-vous habituel maintenant des jeudis de TI. Donc jeudi de TI, produit de veille digitale proposé par Terrinovia, avec une intervention aujourd'hui de mon collègue Luc Champ-Olivier, qui est chargé d'études à Terrinovia et qui va faire une présentation autour de la fertilisation soufrée du colza. Sans soufre, le colza souffre. Voilà. Donc, avant de passer la parole à Luc, je voudrais déjà vous remercier de vous être inscrit et connecté à ce webinaire. Vous allez recevoir demain ou au plus tard lundi une copie des diapos présentées aujourd'hui, ainsi qu'un lien pour accéder à notre chaîne YouTube pour pouvoir éventuellement revisionner ce webinaire si vous le souhaitez. Et enfin, vous recevrez aussi un questionnaire de satisfaction. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de pouvoir nous le retourner. Ça prend que quelques minutes. Donc, si vous pouvez nous le retourner, ça nous aidera à progresser là-dessus. Donc, pour poser vos questions, je vous invite à utiliser la fenêtre de chat que vous pouvez activer via la barre d'outils en milieu d'écran. Donc, vous avez une petite bulle à peu près au milieu de la barre. Donc, vous cliquez dessus et ça vous ouvre la fenêtre de chat. Bon, je pense que tout le monde est bien au fait du fonctionnement de Teams, je l'espère. Voilà, donc vous n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure au cours de la présentation de Luc et je me ferai votre porte-parole à l'issue de sa présentation. Je lui poserai toutes vos questions et il y répondra. Voilà, donc Luc, je te passe la parole. Merci Frédéric. On m'entend? Très bien. Bon. Petit préliminaire, je vous prie à l'avance de m'excuser au cas où vous entendriez des bruits suspects, mais ce matin, il y avait des travaux dans le voisinage de mon bureau, et en particulier de la perceuse, ça fait du bruit. Donc, Frédéric l'a dit, nous allons parler aujourd'hui de la fertilisation soufrée du colza. La présentation va s'organiser comme suit. On va commencer par regarder un peu quels sont les enjeux de la fertilisation soufrée vis-à-vis de la production. On aura un passage sur le rôle du soufre dans la plante et comment ça se traduit en termes de symptômes lorsque le soufre vient à manquer. On regardera aussi comment ça se passe au niveau de l'absorption. Le troisième point, on regardera quelques éléments du cycle du soufre. Puis nous passerons à la partie préconisation de Terrinovia en matière de fertilisation soufrée. Et on finira par un rapide zoom sur les pratiques actuellement réalisées par les agriculteurs. Alors j'ai fait un tri, je n'ai pas pu être exhaustif. Donc forcément, tout choix implique renoncement. Je vous invite à poser les questions sur les sujets sur lesquels j'aurais pu faire l'impasse. Ce premier slide sert à illustrer en fait l'impact que peut avoir une carence en soufre sur le rendement. Vous voyez à droite des résultats de rendement sur un essai. Ah oui, je voulais commencer par une première chose, c'est la phrase en rouge là, qui est importante pour qu'on se comprenne jusqu'au bout. Dans cette présentation, je ne vais exprimer les quantités de soufre en SO3 et non pas en S, comme c'est souvent le cas. Donc simplement pour passer de S à SO3, il faut multiplier par 2,5. Donc cet essai qui avait lieu en Lorraine, à Gézoncourt en 1999, sur un sol assez superficiel, comprenait 3 modalités. Un témoin sans soufre, un témoin avec apport de sulfate de magnésie à 75 unités de SO3, et un traitement avec du sulfate d'ammoniac à 75 unités de SO3, étant entendu que la dose d'azote apportée par le sulfate d'ammoniac était compensée sur les autres modalités. Vous voyez que sur cet effet, on a finalement un gain de rendement qui est de plus de 14 quintaux par hectare, puisqu'on passe de 23, grosso modo, pour le témoin, à 38 pour le témoin avec sulfate d'ammoniac.
Enfin, le traitement avec sulfate d'ammoniac, pardon. Donc des effets qui ne sont pas toujours de ce niveau, hein, j'insiste, mais qui peuvent être assez dramatiques lorsque la carence s'est prononcée sur le rendement. Si l'on y regarde de plus près, on fait le même essai, hein, mais détaillé en termes de composantes de rendement, par exemple. Là, vous voyez que ça a eu un impact très très fort sur le nombre de graines, le poids de graines étant beaucoup moins affecté dans cet essai, donc un effet assez précoce. Hein. Sur la teneur en huile, effectivement, parfois, lorsque la carence est très très forte, on peut observer un effet sur la teneur en huile. Et donc, évidemment, des quantités de soufre absorbées qui sont également considérablement réduites. Je n'aborde pas le volet glucosinolate ici, parce qu'il y a 20 ans, effectivement, c'était un sujet crucial, puisqu'on était encore dans des variétés assez riches en glucosinolate et qu'on s'inquiétait des risques de passer la frontière de je ne sais plus combien, si c'était 21 en termes de glucosinolate, et qu'il y a effectivement une relation positive entre la teneur en glucosinolate et la disponibilité en soufre. Aujourd'hui, avec les variétés qui sont proposées, qui sont toutes relativement pauvres en glucosinolate, ce problème de sortie de la zone normale, entre guillemets, ne se pose plus vraiment. Là, ce sont les résultats d'un réseau d'essais qui a été conduit il y a déjà pas mal de temps. Hein. C'était au début des années 80, 90. 90 essais en France, dont avec des apports de 75 unités de SO3 à la reprise de végétation, au stade C2, au printemps. Et ça, c'est la première. Je peux montrer, Frédéric, on voit? Oui, oui, on voit. Vas-y, ouais, on voit ton rôle pointeur. Pas de Alors, souci. je vais le faire, ce sera plus facile. Donc, 75 unités de SO3 à la reprise de végétation ou 2 fois 75 unités, bon, c'était à l'époque, hein, à reprise de végétation et en montaison. On observe un effet significatif de ces apports dans 40 essais. Et dans l'ensemble des essais, le gain moyen de rendement permis par l'apport de 75 unités est de 3,4 quintaux par hectare. On s'aperçoit d'ailleurs à cette occasion que le double apport de 75 unités n'apportait strictement rien en plus. Donc, en conclusion, en moyenne, sur un grand réseau d'essais, un gain de rendement de 3,4 quintaux par hectare, mais on avait des variations qui pouvaient aller jusqu'à 12 quintaux par hectare, donc une grande amplitude. On avait fait des études économiques et constaté que la pratique était payante de fertilisation en soufré 8 années sur 10 et qu'on n'avait pas de gain de productivité en ajoutant, en mettant plus que 75 unités. Voilà, pour ce qui est du rapport entre soufre et productivité. Pour ce qui est du rôle du soufre dans la plante, eh bien, classiquement, il permet une meilleure valorisation de l'azote, hein, forcément. C'est l'élément minéral qui est le plus peu présent et le plus limitant, qui limite l'ensemble de la production et donc qui empêche de valoriser les autres éléments. Lorsqu'il n'y a pas assez de soufre, on valorise moins bien l'azote. Et inversement d'ailleurs. Le soufre favorise la teneur en huile parce qu'il participe directement à la synthèse des acides gras. C'est un constituant des protéines. Il intervient lors de leur synthèse. Il conditionne la photosynthèse parce qu'il participe aux réactions enzymatiques. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un rôle déterminant dans la synthèse des glucosinolates. Ce ne sont pas forcément des composés souhaitables. À retenir aussi qu'il est réputé moins mobile dans la plante que l'azote, donc des remobilisations limitées. Lorsque le soufre vient à manquer, ça se traduit par des symptômes observables. Vous avez ici quelques exemples de photos. Donc, souvent, en premier lieu, des décolorations internervaires des limbes, des feuilles, et d'abord les plus jeunes, parce que comme je l'ai dit précédemment, le soufre est peu mobile dans la plante, donc les jeunes feuilles doivent se nourrir avec le soufre qui est absorbé ou tenté.
Et ça se passe le plus souvent au printemps parce que c'est là que la demande en soufre de la culture est la plus forte. On verra tout à l'heure. Ça peut provoquer une réduction de croissance. Évidemment, la plante pousse moins vite. Décoloration des pétales, dans les cas importants, on a des pétales blanchâtres. Et puis un avortement important, ce qui se traduit par des siliques vides. Donc là, vous avez ce symptôme de jaunissement, décoloration internervaire sur feuille. Et là, vous avez le symptôme d'avortement et de silique vide. Alors, il faut toutefois être prudent parce que c'est facile de confondre les symptômes de carence en soufre avec des symptômes de carence en azote, voire de phytotoxicité. Pour tirer ça au clair, le plus sûr moyen, c'est de faire des analyses de plantes ou des analyses foliaires pour déterminer les teneurs. Quels sont les besoins de la culture? Alors le colza, c'est une crucifère. Hein. Les crucifères sont exigeantes en soufre. Elles ont des besoins élevés, donc on estime à environ 200 kg de SO3 par hectare, ce qui correspond en gros à un besoin unitaire de 5,5 kg de SO3 absorbé par quintal de graines produites. Donc c'est élevé par rapport aux autres cultures. Vous avez à gauche là un graphique qui présente les quantités de soufre absorbées sous forme SO3 total. Donc on est sur cet exemple-là à un niveau de 215 unités qui se répartissent en 143 unités qui se situent dans les parties exportées, à savoir les graines, et 72 unités se situent dans les parties restituées, donc les pailles et racines. Donc quand même, de fortes exportations de soufre, c'est à retenir. Et cette absorption forte, elle a la caractéristique de commencer précocement au début du printemps. Vous avez ici des courbes d'absorption comparées dans le temps de soufre pour différentes cultures, pommes de terre, colza, blé, betterave. Et on voit bien que l'absorption de soufre par le colza est très forte dès le redémarrage de la végétation, qui sur ce graphique-là, compte tenu de la région dans laquelle il a été obtenu, se situe mi-mars, mais cela peut commencer bien dès début février, hein, selon les régions et les années. Voilà quelques éléments sur l'absorption. Ensuite, nous passons à quelques éléments sur le cycle du soufre, qu'on l'on considère comme voisin du cycle de l'azote. Il faut être clair, hein, depuis 30 ans, la majorité des travaux sur les éléments fertilisants ont porté sur l'azote, et le soufre a quand même peut être considéré comme le parent pauvre. Probablement que des recherches reprendront activement ces prochaines années. Donc, voilà comment ça se passe. C'est les principaux pools de soufre. Hein. Donc ici, on a les quantités absorbées au maximum par les plantes qui sont ici du colza. Hein. Le blé, ça, les autres cultures absorbent moins. Donc on est à un niveau de 150 à 200 kg de SO3 absorbés par hectare et par an, on l'a vu tout à l'heure. Donc les entrées, il y a la fertilisation minérale et organique, on y reviendra, qui peut être très variable selon le niveau de fertilisation, c'est pour ça que je n'ai pas mis l'ordre de grandeur. Il y a les dépositions atmosphériques, puisque on verra aussi tout à l'heure, c'était important à une période de notre histoire, et ça s'est considérablement réduit. Donc aujourd'hui, on est aux environs de 3 à 4 kg de SO3 par hectare et par an. Ensuite, il y a les fournitures, enfin, il y a il y a les pertes. Hein. Le soufre est hautement lessivable, oxydiable, tout comme l'azote. Donc, on peut avoir des pertes importantes qui peuvent être estimées selon les conditions à 10 à 80 kg de soufre SO3 par hectare et par an. Ensuite, dans le sol, on trouve du soufre minéral, hein, des sulfates, qui est la forme absorbable hein, par les végétaux. Seul le sulfate peut être absorbé. On voit que selon les conditions, on peut en trouver entre 5 et 200 kg, enfin le sol, la plante peut trouver dans le sol jusqu'à 5 à 200 kg de soufre par hectare et par an. Donc on voit bien que pour des besoins d'absorption qui sont estimés à 150 à 250 kg par hectare, ça peut ne pas suffire.
Donc, ce soufre minéral est alimenté par, il y a des échanges avec la biomasse microbienne, qui peut représenter, quant à elle, 7 à 200 kg de soufre par hectare. On a également des phénomènes d'humification de la biomasse microbienne à l'humus, et dans l'humus, on retrouve d'énormes quantités de soufre, hein, de 700 à 7000 kg de soufre par hectare, sachant que tout ça, évidemment, n'est pas disponible. Et pour que ce soit disponible, il faut que ce soit minéralisé. Donc les conditions de minéralisation dans le sol sont prépondérantes, sont importantes pour que le soufre puisse être disponible par les plantes. Et puis il y a un autre compartiment de soufre disponible après minéralisation, qui est les résidus végétaux. Et là, on estime que ça représente entre 20 et 100 kg de soufre par hectare et par an. Donc, pour récapituler ces entrées et sorties, les principales entrées de soufre dans le système, dans les systèmes de grande culture, hein, je ne parle pas de l'arboriculture ou de système où ça peut être un peu différent. C'est la fertilisation minérale, c'est les apports de produits organiques, c'est les retombées atmosphériques, mais de moins en moins. C'est anecdotiquement l'eau d'irrigation. Alors, pour le colza, je ne vous fais pas de dessin. Il n'y a pas beaucoup d'apports de soufre par irrigation. Et les sorties, principales sorties, c'est les exportations par la culture et les pertes par l'exiliation. Ils ont fait un focus sur le soufre apporté par les produits organiques. Première chose dont il faut se rendre compte, c'est que les proportions de surface de colza recevant des apports de produits organiques sont quand même élevées, hein, puisque vous voyez qu'en 2018, ici, 48% des surfaces de colza déclarées en 2018 ont reçu historiquement un apport régulier de produits organiques et 45% des surfaces en ont reçu juste avant l'implantation du colza, l'été précédent. Ça, ce sont des résultats issus des enquêtes pratiques Terrinovia. Et on voit que depuis, historiquement, ça augmente. Alors là, je n'ai reculé que jusqu'à 2012, mais on pourrait aller avant et on verrait que la tendance est la même. On a une tendance à l'augmentation de ces surfaces recevant des apports de produits organiques. Or, dans les produits organiques, il y a des quantités de soufre qui sont parfois non négligeables. Là, ce sont des travaux, une figure issue des travaux de M. Eriksen, qui ça vient de pays scandinaves, hein, qui pour un certain nombre de produits organiques présente des résultats obtenus de quantité de soufre produit par animal et par an. Si je passe maintenant, je reviendrai plus tard sur ces histoires de produits organiques. Si maintenant on s'intéresse aux vapeurs atmosphériques, on constate que dans les années... Alors il y a différents types d'apports atmosphériques, hein. Il y a tout ce qui vient de la transformation d'énergie, il y a tout ce qui vient des industries manufacturielles, du résidentiel, des tertiaires, de l'agriculture, des transports routiers et des autres transports. Si l'on se place par exemple en 1973, ce sont des résultats du CITEPA. Si on se place en 1973, où on observe le pic, on voit qu'on avait beaucoup de retombées atmosphériques, essentiellement issues de la transformation de l'énergie et de l'industrie et du résidentiel. On voit que depuis cette date-là, compte tenu des normes environnementales qui ont été mises en place, hein, les industries ont été contraintes tous ces secteurs-là ont été contraints de réduire fortement leurs apports de soufre. Vous vous souvenez, les pluies acides, hein, c'était directement lié à ces fortes quantités dans l'atmosphère. On observe une réduction drastique des quantités de soufre émises dans l'atmosphère, puisqu'on arrive à un niveau très faible en 2016. Le graphique s'arrête en 2016. C'est toujours la répartition entre les sources de SO3 n'a pas changé, c'est simplement les niveaux qui ont considérablement diminué. Maintenant, on passe aux sources de perte de soufre. Et donc, je vous ai parlé tout à l'heure des risques de perte par lixiviation qui sont variables, forcément. Hein. La lixiviation, ça dépend beaucoup des types de sols, ça dépend beaucoup du climat de l'année, mais qui peuvent être parfois élevés. Et donc, on a montré depuis longtemps que ce risque était considérablement accru lorsqu'on avait un cumul de pluie
pluie, pardon, pendant les 4 mois d'hiver, novembre à février, qui était supérieur à 350 mm. Ces années-là, il y a des chances que ce soit des années favorables à la carence en soufre au printemps. Donc là, ce sont des résultats d'essais réalisés sur plusieurs années, hein, sur différents types de sols, avec là, c'est la précipitation annuelle, c'est le régime d'apport d'engrais moyen en kilos de soufre par hectare et par an. Et là, vous avez les pertes de soufre par drainage par hectare et par an, qui vont, dans ces exemples-là, de 50 kg par hectare et par an pour le Magniero, mais vous voyez que les apports d'engrais sont relativement faibles, à 340 à Châlons sur cette période-là, avec des apports d'engrais très élevés. Donc là-dedans, il y a une diversité de systèmes. Hein. Je ne peux pas vous les commenter, mais on voit que ça conduit à une forte diversité d'alexidation. Quelle est la quantité de soufre disponible dans le sol? Je vous rappelle que elle est potentiellement élevée, mais sous forme organique. Ça, elle est dans l'humus, et ça, c'est pas utilisable par les plantes. Les plantes, elles absorbent du sulfate. Et ça, on a vu tout à l'heure que la quantité dans le sol était variable, mais de toute façon plus faible, voire parfois très faible. Et ça dépendait des processus de minéralisation. J'attire votre attention sur le fait que minéralisation, ça veut aussi dire qualité de la structure du sol. Donc, il y a une importance, je l'ai écrit plus bas, importance du type de sol, capacité de minéralisation, et importance de la qualité de la structure du sol, qui conditionne la qualité de minéralisation, mais qui conditionne également la capacité d'enracinement de la culture, sachant que mieux la culture est enracinée, mieux elle valorisera la quantité de soufre qu'il y a dans le sol. Ajouter du soufre dans une situation où la culture est mal enracinée, ça peut ne pas servir à grand-chose. Voilà pour ce qui est des quantités de soufre disponibles. Maintenant, quel est le conseil de Terra Innovia? Alors, historiquement, il n'a pas varié depuis 20 ou 30 ans. Rien ne nous a amené à le modifier. Donc, couramment, on conseille d'apporter 75 kg de soufre par hectare, sous forme sulfate, ou thiosulfate, mais des formes qui permettent une libération rapide de sulfate. Ces apports, on les conseille de façon systématique, car les situations de carence sont fréquentes, et même trop fréquentes pour qu'on puisse prendre le risque d'une perte de rendement qui peut être forte en cas d'apparition de carence. Donc cette dose de 75 kg de soufre par hectare couvre 40% des besoins, on l'a vu tout à l'heure, et 100% des exportations. Et également, à cette dose à l'époque, on avait constaté qu'il n'y avait pas de risque de dégradation de la qualité des graines, donc c'est probablement encore vrai aujourd'hui. Les apports sont à réaliser au printemps. On a vu tout à l'heure la courbe d'absorption de soufre par le colza, et on a bien vu que la phase active et forte d'absorption commençait très tôt, dès le début de la montaison. Donc ça veut dire, si possible, avec le premier, voire le deuxième apport d'azote, c'est-à-dire au moment où l'absorption journalière de soufre devient très élevée. Et à ce moment-là, souvent, on est encore tôt en saison, et les sols ne sont pas encore extrêmement réchauffés. Et donc la minéralisation du soufre organique peut encore être un peu lente, et en tout cas insuffisante pour satisfaire les forts besoins de la culture. Si tout cela était lissé sur l'ensemble de la campagne, peut-être que dans beaucoup de sols, il y aura une fourniture du sol suffisante pour satisfaire les besoins. Le problème, c'est la synchronisation entre le besoin de la culture et la fourniture de soufre par la minéralisation. Et puis, toutes nos études ont conduit à dire que les apports de soufre étaient inutiles à l'automne, la minéralisation étant suffisante pour couvrir les besoins. Que dire en termes de forme d'engrais soufré? J'en parlerai pas énormément. Là, ce sont les résultats anciens où on comparait une forme sulfate et une forme de soufre minéral. C'était l'étude à l'époque, dans différentes situations. Et là, c'est l'écart de rendement en ordonnée, l'écart de rendement par rapport au témoin. Et ce sont des gains de rendement permis par l'apport. C'était des 75 unités de soufre par hectare sous forme SO3.
Et on voit que la forme sulfate qui est en violet plus foncé là permet toujours un gain de rendement supérieur à une forme de soufre minéral. Parfois, l'écart est réduit. Parfois, l'écart est important, sans qu'on sache exactement le prévoir. Donc, comme le soufre n'est absorbé par les plantes que sous forme SO4, de toute façon, il faut laisser le temps au soufre minéral de faire la boucle, de faire le chemin qui lui permet d'arriver sous une forme assimilable. Là, d'autres résultats obtenus sur un réseau de parcelles, avec cette fois-ci des apports de 70 unités de soufre par hectare, soit sous forme sulfate en début montaison, soit sous forme minérale en début montaison également, et on voit qu'on a quand même un pourcentage d'essai où l'apport est significatif qui est réduit. En plus de la variabilité de l'effet, on a également une réduction du nombre de situations où il y a effet. Si vous voulez en savoir plus sur les formes d'engrais soufrés adaptés, je vous renvoie soit à notre guide culture, soit à notre site internet où on ne répertorie pas toutes les formes de soufre, parce qu'il y en a d'engrais soufrés, parce qu'il y en a de nombreuses, mais on en présente quelques-unes avec des recommandations. Le cas particulier de la carence des symptômes de carence qui interviendraient tardivement, ça peut arriver à une époque où on est bien après ce début de reprise de végétation et où finalement des apports classiques pourraient ne pas être efficaces compte tenu qu'il faut qu'ils soient disponibles très rapidement. Donc dans ces situations-là, on préconise l'apport de 100 kg de sulfate d'ammoniac par hectare, dilué pour éviter les brûlures, parce que ça a tendance à brûler lorsque c'est trop concentré, le sulfate d'ammoniac. Voilà, petit retour sur les produits organiques et le soufre, parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. On va commencer par l'effet des apports avant le semis. Alors évidemment, on ne peut jamais être exhaustif dans ce genre de tableau, mais là j'ai repris un certain nombre de sources de produits organiques, de nature de produits organiques, il y en a toutes sortes. Là, ce sont les teneurs en soufre que l'on peut retrouver dans la littérature. Je cite ici d'où viennent les sources, vous les avez ici, ça vient essentiellement des champs d'agriculture de Bretagne, et puis de la brochure fertilisée avec les engrais de ferme qui date de 2001. Là, vous avez la dose agronomique conseillée. Alors, en fait, on a fait un équivalent permettant d'apporter ne pas apporter plus de 170 kg d'azote par hectare pour respecter la réglementation. Ça représente une quantité de SO3 total épandu qui est de ce niveau-là. Alors ensuite, le SO3 épandu n'est pas complètement utilisable par la culture, donc vous avez comme pour l'azote. Et là, effectivement, il y a très peu de travaux spécifiques au soufre, donc on a pris l'habitude de récupérer les coefficients d'équivalence. KQ, c'est les coefficients d'équivalence. Donc c'est, par exemple, si vous apportez 20 kg, 100 kg de soufre sous forme de produits organiques, ça revient à apporter 20 kg de soufre sous forme d'engrais minéral lorsque vous avez un coefficient de 20%. Donc, on peut avoir un coefficient sur l'ensemble du cycle. Donc, ça, c'est la quantité de soufre épandue disponible pour la culture au cours du cycle, ou plutôt une part. Donc, dans ce cas-là, on apporte 66 kg avant la culture en produits organiques. Seulement 20% vont pouvoir être absorbés pendant l'ensemble du cycle et seulement 10% pendant la phase printanière. Et si l'on regarde finalement quelles sont les quantités de soufre disponibles, en particulier au printemps, on voit que ça leur représente la plupart du temps des très faibles quantités, qui sont pratiquement dans l'épaisseur du trait. Donc la quantité de soufre totale apportée par les pros est variable en fonction de leur nature. Ça va grossièrement de 100 à 150 kg de SO3 par hectare.
On a considéré en première approche que les coefficients d'équivalence engrais étaient les mêmes pour le soufre et l'azote. Et tout ça amène à dire que les quantités de soufre apportées par les produits organiques réellement utilisables pour la culture au printemps sont faibles. On peut aussi s'intéresser à l'effet des apports historiques de produits organiques. Alors là, il faut être honnête, hein, à Terre Nullière, on n'a pas de référence expérimentale sur le colza. Toutefois, les parcelles avec apport régulier de produits organiques sont potentiellement moins exposées à la carence, on l'a constaté. Mais quand même, hein, compte tenu de la lixiviation, de l'incertitude sur la minéralisation, il y a un risque. Donc, pour tamponner tout cela, David Expert, à Terre Nullière, on propose de réduire la dose de soufre apportée sous forme minérale de 20 à 30 kg, ce qui revient à apporter à peu près 50 unités de SO3 par hectare sur les parcelles recevant régulièrement des quantités significatives de produits organiques. Pour terminer, je vais embrayer sur les pratiques observées. Alors ça, ce sont des résultats qui sont issus de nos enquêtes postales réalisées entre 2012 et 2014, donc enquête sur les pratiques. Là, vous avez le pourcentage de parcelles, pourcentage de surface, pardon, pas de parcelles, de colza qui reçoivent un engrais soufré minéral. Donc, vous voyez qu'on est à des niveaux très élevés, donc beaucoup plus élevés que je me souviens il y a une vingtaine d'années. Hein. Donc, finalement, les agriculteurs ont compris et pris l'habitude d'apporter du soufre. On constate qu'il y a une petite différence entre selon qu'il y a apport ou pas de produits organiques avant l'implantation du colza, avec une tendance à faire un peu plus souvent l'impasse sur les situations où il y a eu apport de produits organiques. Et enfin, on s'aperçoit également que lorsqu'il y a eu apport, on ne considère que les situations où il y a eu apport, la dose moyenne apportée est de l'ordre de 70 unités de soufre SO3 par hectare. On voit que ces résultats, finalement, sont très, très stables depuis 2012, peu d'évolution. Écoutez, je crois que pour moi, c'en est fini. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Luc, pour cette belle présentation. J'invite tout le monde à poser vos questions, si vous en avez, par la fenêtre de chat. J'ai une question qui a été posée, Luc, qui a trait en fait les fortes pluies qu'on a observées en 2019-2020 pendant l'automne et l'hiver. Est-ce que ça a engendré beaucoup de carences, ou à ta connaissance, ou pas? Alors, 2020, c'est une année, comme beaucoup, mais assez particulière quand même, parce qu'effectivement, il a beaucoup plu, mais parallèlement, il n'a pas fait froid dans beaucoup de régions. Donc, la minéralisation a été soutenue. On a constaté ça en azote, hein, a été soutenue pendant toute une partie de l'hiver et tout le début du printemps, si bien que finalement, au niveau des reliquats, azotés, hein, je parle de reliquats azotés parce que finalement, je vous ai dit, la dynamique du soufre et de l'azote n'est pas très différente. On s'est rendu compte qu'on avait en fait des reliquats qui n'étaient pas si faibles que ça, des reliquats en azote. Donc, c'était probablement la même chose pour le soufre et il n'a pas été remonté de problème particulier de carence en soufre, d'autant plus que vous voyez que les surfaces flottantes des apports sont quand même élevées. Hein. Donc, mais pas de remontée particulière, à mon niveau en tout cas, de problèmes, de forts problèmes de carence en soufre. Si je crois que j'en ai eu une, et c'est tout. Et encore, vous savez, c'est pas toujours simple de savoir si c'est vraiment du soufre. Ok, j'ai une autre question. Comment est-ce que tu ferais pour limiter en fait les pertes par lixiviation? Pour limiter les pertes par l'excitation. Alors, classiquement, je vais sans doute pas penser à tout. Hein. Première chose, à ne pas apporter plus que ce qui est recommandé. Hein.
Classiquement, en azote, on préconise le fractionnement aussi. Là, on ne va pas s'amuser à fractionner le soufre, quoique certains le font lorsqu'ils utilisent en particulier des azotés soufrés. Une autre possibilité, c'est de favoriser l'absorption du soufre par la plante avant que le soufre s'échappe. Là, il n'y a pas de secret, hein, c'est favoriser un bon enracinement, c'est avoir un colza semé tôt, qui pousse bien, donc est capable de tout capter pendant l'automne. Maintenant, pour ce qui se passe pendant l'hiver, à un moment où la culture ne pousse pas trop, là, de toute façon, normalement, on n'a pas fait d'apport, hein, puisque les apports d'automne ne sont pas préconisés. Et au printemps, on pense que le problème de l'excidiation, il se pose vraiment pour se demander est-ce que je vais être en situation de faible disponibilité en sous-printemps ou pas. Donc, limiter la lixiviation, c'est pas une fin en soi, pendant l'automne en tout cas, puisque on n'en a pas apporté. Donc, il y a vraiment le moyen le meilleur, c'est de favoriser l'absorption par les plantes. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je pense, sinon il y aura une question complémentaire. Autre question en ce qui concerne en fait l'apport de résidus de culture. Est-ce qu'il peut générer, et là j'ouvre les guillemets, une fin en soufre, en particulier si l'apport a été important en surface au niveau des résidus, et la personne parle du rapport TCS sur SD. Donc, je ne sais pas si ça te parle. Alors, je ne sais pas exactement. Une fin de soufre par la culture, ça serait, j'imagine, une analogie avec ce qui se passe en azote, hein, où le fait de restituer les résidus de culture du précédent nécessite de faire croître la biomasse microbienne qui immobilise en fait de l'azote et forcément du soufre et forcément d'autres éléments. Donc j'en sais pas beaucoup plus là-dessus. Forcément, on peut imaginer qu'il y a les mêmes phénomènes d'immobilisation que pour le soufre. J'avoue ne pas savoir quel est le niveau d'impact et la durée sur lequel ça peut se produire. Okay. Donc les précisions sur TCS, c'était technique culturelle simplifiée et SD, c'était semi-direct. Donc en fait, voilà. Donc la question était en comparaison par rapport à ces techniques-là, quoi. Je n'ai pas de référence, mais je calquerai volontiers les réponses sur l'azote. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait très différemment. D'accord. Autre question qui concerne la quantité de soufre. Est-ce qu'on peut raisonner la quantité de soufre à apporter en fonction du type de sol ou d'autres critères? Alors ça, on aimerait bien. Alors, comment dire? Jusque ces derniers temps, on considérait que, je vous l'ai dit tout à l'heure, colza soufre, c'est une histoire d'amour. Le colza a besoin de manger du soufre. S'il n'en a pas, c'est une catastrophe. On risque de perdre beaucoup de production. Donc, ne prenons pas de risque. Apportons une quantité suffisante de soufre, c'est nos 75 unités par hectare, pour être à peu près sûr de ne pas avoir de carence. On pense que dans la majorité des cas, c'est suffisant. Probablement que des fois, c'est trop. Mais on est resté pendant 30 ans sur ce discours assez sécuritaire. On a, alors, d'autres que nous, en France et surtout à l'étranger, ont mené des travaux. Alors, il y a deux types d'approches. Il y a les approches de type grille de risque, qui prend en compte un certain nombre de risques, dont le type de sol, dont la pluviométrie hivernale, par exemple. Ça existe en céréales, ça existe à l'étranger. Donc, nous, on n'a jamais développé ça en colza parce que finalement, le principal enjeu nous paraissait être de faire qu'un maximum de surface reçoive du soufre pour éviter les carences. Il y a une autre méthode qui est le pilotage en fonction d'indicateurs plantes.
Ça non plus, ça s'est développé aussi à l'étranger, en France. Ça, nous ne l'avons pas développé non plus, toujours pour les mêmes raisons, hein. Et puis par le fait que le colza, c'est pas si simple que ça, on s'y est cassé les dents en azote, hein, de trouver un indicateur plante qui soit reproductible, du fait de la difficulté d'avoir des plants de colza quand on fait des prélèvements qui soient dans le même état, ou des feuilles de colza qui soient dans le même état, qui soient représentatifs de l'état de la culture. Donc aujourd'hui, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de travaux, mais ça, ce sont des travaux que l'on se propose de reprendre dans les prochaines années. Donc c'est possible, il y a des règles de décision, pas chez nous, mais on va essayer d'y aller. Ok. Autre question, est-ce qu'il existe des OAD ou des outils de diagnostic précoce de l'état nutritionnel en soufre? Je viens d'en parler indirectement, hein. Alors je sais que je conseille, peut-être qu'ils en viennent d'ailleurs, je conseille à la personne qui pose la question de lire les travaux de l'université de Caen et d'une entreprise qui s'appelle Force A. Je sais qu'ils développent un test qui permet d'identifier les risques de carence en soufre sur plante, mais je sais également que je n'ai pas pu avoir accès à ce test parce qu'il était protégé par un brevet et pas encore disponible. Donc, il en existe. Il y a le test sulfate malade, je crois, qui est développé en particulier en Grande-Bretagne, mais pas seulement. Donc, il en existe, mais qui sont, à ma connaissance, pas mis en œuvre sur le colza en France, ou très peu. Ok. Et je lâche pas l'affaire de l'histoire de Caen, là, mais j'ai du mal. Ouais. D'accord. Une autre remarque suivie d'une question, c'est le soufre revient en force en termes de traitement phytosanitaire, notamment sur le blé. Quid de l'impact de la fertilisation soufrée sur la défense des plantes, même si le mode d'action du soufre en traitement n'est pas le même que le soufre absorbé par les plantes? Ouais, là, j'ai pas de référence là-dessus, hein. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous brûlent les lèvres ou le bout des doigts plutôt? Donc, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres questions. Je vous rappelle que vous allez recevoir d'ici demain ou au plus tard lundi un mail avec les slides qui ont été présentés aujourd'hui par Luc, le lien pour pouvoir revisionner en replay ce webinaire, et enfin un questionnaire de satisfaction que je vous remercie d'avance de nous retourner. Donc là, il n'y a toujours pas d'autres questions, donc je vais profiter pour faire un petit peu de pub. Le prochain webinaire des jeudis de TI aura lieu le jeudi 24 septembre. Et c'est ce webinaire aura pour titre changement climatique, quelles conséquences sur le colza. Voilà, donc on est en train de monter une série de 4 webinaires autour du changement climatique. Donc le premier, le 24 septembre, sur le colza. Il y en aura un autre sur tout ce qui est protéagineux et changement climatique début 2021. Un autre sur tournesol et changement climatique. Et enfin, le dernier, c'est comment une approche système de culture, quelle approche, on va dire, le système de culture peut permettre de faire face au changement climatique. Voilà. Alors, quand je faisais ma petite page de pub, entre guillemets, donc il y a une remarque qui est remontée, c'est que le soufre en traitement phytosanitaire est sous forme minérale et non sulfate. Oui, Voilà. tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et on a parlé dans l'exposé des limites de la fertilisation en soufre minéral. Ok. Le thiovite était Après, utilisé en protection, hein. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Je te remercie beaucoup, Luc, pour cette très bonne présentation. Je remercie l'ensemble des participants qui ont assisté à ce webinaire, et donc je vous donne rendez-vous, je l'espère, le 24 septembre pour le webinaire autour du changement climatique et du colza. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une belle après-midi. Au revoir à tous. Au revoir.